on est 2 dans un petit appart, tu vois. Et on se dit, on va aller dans un programme d'accélération avec des gens de Google. C'est bête après, mais tu passes d'une échelle à une autre et tu comprends pas ce qui t'arrive, quoi. Là, je le relance ça. ROS de 7 me dit de toute façon, plus ça va, moins j'ai de conviction et qu'il faut toujours essayer de rechallenger ce qu'on apprend. En fait, je pense que 98% du temps, c'est juste qu'on a été nul, qu'on n'a pas fait les bonnes choses. C'est vrai qu'il y a tellement de choses sur le marché que là, je pense qu'à l'heure actuelle, faire du top of funnel où tu fais vraiment découvrir le produit, c'est de plus en plus difficile. Mais par contre, là où nous, on essaie de se diversifier, c'est sur... en fait, on essaie d'être usage driven, c'est-à-dire qu'on va vraiment se diversifier sur les produits en fonction des problématiques de chaque femme. Beaucoup, ils parlent du produit winner ou de ce genre de choses. Pour moi, c'est aussi, encore une fois, le syndrome de l'objet brillant. On vend un truc, c'est le produit winner, etc. Nous, ça a été notre cas avec la culotte. On a un client sur 3 qui rachète dans les 50 jours en moyenne, 59. Tu as beaucoup de répétitions. Donc en fait, tu dépenses moins peut-être, mais tu payes plus cher aussi. Donc on a fait tout ce travail, donc ça nous a permis de scale, de remonter le funnel. Et du coup, les coûts par achat ont baissé. Il faut que tout soit traqué au centime près. C'est-à-dire qu'à la fin, tu as ta facture de stock, de logistique. Il faut que ce soit la même que tu as sur Polar, et si c'est pas le cas, en fait, toute la lecture du business, même le MER, il est tronqué en fait. Et ça peut couler des boîtes. Je préfère perdre de l'argent sur quelques produits où même des fois il y en a qui abusent que avoir trop de mauvaise réputation. Bonjour à tous et bienvenue dans D2C, le podcast des experts du e-commerce. Alors ici, on accueille des experts de leur domaine respectif et on discute avec eux de tout un tas de sujets, en l'occurrence autour du e-commerce. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Thomas, qui est le fondateur de Mademoiselle Culotte, dont on va creuser un petit peu et décortiquer la stratégie marketing. Avant de démarrer, si vous nous découvrez ce podcast, déjà bienvenue. Et si ce type de contenu vous plaît, je vous invite à mettre 5 étoiles, un petit like, un commentaire, à vous abonner en fonction de là où vous écoutez, où vous regardez cet épisode. Ça nous donne beaucoup de force, ça nous permet de continuer à faire du contenu de qualité. Sur ce, on est parti pour l'épisode du jour. Déjà Thomas, comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Très content d'être là. De même, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir de faire cet épisode avec toi. Thomas, donc, tu es le CEO et cofondateur de Mademoiselle Culotte. Mademoiselle Culotte qui est une marque de culottes menstruelles, entre autres. On y reviendra par la suite. Tu as pas mal d'XP toi en e-commerce, puisque c'est pas ton premier business. Tu as au total 22 millions de chiffre d'affaires générés avec tes différentes boutiques. Tu as de l'expérience aussi préalable chez Launcher, parce que tu as fait un passage notamment dans les marketplaces. Et depuis 2020, du coup, tu diriges Mademoiselle Culotte. Mademoiselle Culotte, tu vas nous en parler un peu plus en détail, mais c'est en quelques mots 5,5 millions de chiffre d'affaires en 2025, plus de 400 000 clientes. Vous avez eu, félicitations d'ailleurs, vous avez été élu produit de l'année 2026. Il y a aussi une app que vous avez sortie il y a quelques mois, parce que vous allez au-delà justement de uniquement le produit culotte menstruelle, qui est une application avec 70 000 personnes, du coup, utilisatrices ou utilisateurs, si je dis pas de bêtises. Et surtout en 2026, et ça c'est assez intéressant, vous démarrez l'année avec une croissance plutôt dynamique, puisque vous faites plus 70% versus l'année dernière, tout ça dans un marché qui, on le sait, est quand même extrêmement saturé, avec beaucoup de concurrents et beaucoup de pression sur les prix. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça, on va parler de marché, on va parler de culottes menstruelles, on va parler de produits, pilotage business, on va beaucoup décortiquer aussi votre stratégie marketing, d'acquisition, croissance, e-commerce, etc. Mais ce que je te propose avant de démarrer, c'est peut-être de te laisser te présenter. Ouais, carrément. Du coup, moi c'est Thomas, je suis le cofondateur de Mademoiselle Culotte. On a lancé du coup la marque en 2020. Mon parcours avant ça, je me suis lancé dans le e-com il y a 10 ans. J'avais 22 ans. J'ai eu un parcours assez chaotique niveau scolaire. Okay. J'ai pas eu des très bonnes notes. J'étais en psycho par défaut après ça. Je cumulais 2 boulots. J'avais les bourses, mais je devais cumuler 2 boulots en plus pour forcément subvenir à mes besoins. Et à ce moment-là, je commençais à entendre parler en fait de business sur YouTube, mais c'était les débuts de YouTube, donc vraiment les premiers dropshippers sur YouTube qui parlaient de e-commerce, etc. L'époque de Yomi. Avant encore. Avant, ouais. C'était Sébastien Cerise, je me souviens. Okay. Le premier livre que j'ai acheté sur le site où je me suis formé, c'était un livre avec une formation, avec un lien qui ramène sur une formation. Et là, je découvre ce monde, ça m'attire. Je me dis, ça peut être une
porte de sortie, je peux essayer parce que j'avais pas d'ambition vraiment, j'étais pas dans une bonne dynamique, on va dire. Et en fait, avec un pote, on décide de se lancer. On décide de monter un site qui se base sur les overboards, donc qui s'appelle Over in France. Et l'idée, c'est qu'en fait, on a vu qu'il y avait une tendance sur les overboards à l'époque, que cette tendance, en fait, elle pouvait évoluer vers un moyen de locomotion à part entière. Donc, c'était les NVU, les nouveaux véhicules électriques individuels. Et on fait le pari sur ça. Et en fait, on commence et on vend, en fait, on crée notre site sur Wix à l'époque. Et on commence en fait à mettre le pied. Je commence en fait à mettre le pied à l'étrier comme ça, sans faire de pub. On vend au tout début de la marketplace Meta, donc l'équivalent de Le Bon Coin mais version Meta. Et en fait, on fait des annonces. On met un message comme quoi en fait c'est un retour client et en fait le produit est disponible. Les clients nous contactent comme quoi ils sont intéressés. On dit que on l'a plus en stock malheureusement, mais qu'ils peuvent aller le chercher sur la boutique. Et on automatise ça avec des flows sur Messenger. Et du coup, on arrive à générer des ventes totalement organiques comme ça. Donc, en moyenne, de plus d'une 50aine de ventes, à peu près 500 € le panier moyen. Tu vois. C'est des trucs, c'est des gros produits. Okay. Sauf que ça a une contrainte derrière, c'est que ça demande d'avancer du cash et on a 0 thune. Donc, obligé d'attendre 7 jours que le cycle se fasse. Donc là, je commence à me rendre compte des contraintes. Gestion, business, où on n'est plus juste à faire de la formation sur Internet, sur YouTube. Et en fait, du coup, mon associé part sur autre chose. Je ferme le site. Et là, je pars dans une épopée de e-com où je lance une dizaine de boutiques. Là, ça serait trop long de toutes les expliquer, mais j'ai vendu des sacs à main, des lisseurs, un aspirateur pour l'époux qui a été un gros produit, mais qui a été breveté après par la suite par une boîte australienne qui a ramené le brevet en France. Donc, ils nous ont fait une sorte de procédure. On a dû trouver un accord. On a commencé à vendre, sauf qu'on n'avait pas les mêmes marges. Ils nous assassinaient. On avait 20% de marge. Pour Meta, c'était très compliqué. Donc là, j'apprends aussi que pour faire de la pub, si t'as pas la bonne marge, ça marche pas. Donc je continue. Je me décourage pas, sauf qu'à un moment donné, j'ai plus du tout de thunes, donc je me retrouve à RSA. Donc là, je suis obligé de revenir dans le salariat et j'arrive pas à trouver de taf. Je voulais vraiment rester dans le e-com, donc je voulais pas faire un autre taf. Je vais du coup faire une formation financée par la région, ça s'appelle formation RNCP. Donc là, c'est une formation pour être chargé e-commerce, en gros, chargé communication, pardon. Et c'est une formation de 6 mois, donc hyper accélérée. Bon, j'avais déjà tout appris en ligne en vrai, il n'y avait pas énormément de valeur ajoutée, mais je fais un stage au Village BACA, c'est un accélérateur de start-up. Du coup, je découvre le monde de la start-up. Du coup, je me dis, mais attends, c'est pas le même monde que ce qu'on m'apprend, ce que tu voyais en ligne à l'époque, il y a 10 ans, où c'était très centré make money. Là, je vois vraiment un autre monde où les gens, ils sont déter, ils ont des projets, ils ont des process, ils ont une vision. Ils essaient vraiment de faire des vraies boîtes, en fait. Et surtout de lever de l'argent, parce que c'était vraiment le truc, tout le monde voulait lever de l'argent. Et moi, je me dis, il y a forcément un pont entre les deux. Et du coup, je commence à entendre vraiment des histoires de DNVB. Et j'ai ça qui émerge dans ma tête. Donc, je fais mon stage de 3 mois là-bas. Je vois beaucoup de choses. Et après, je suis embauché du coup dans une boîte e-commerce, du coup Voltex, où là, comme tu l'as dit tout à l'heure, je gère leur Amazon. Donc là, je m'occupe de la partie marketplace plus largement, Cdiscount, La Redoute, etc. Et je m'occupe de toute l'intégration, service client un petit peu aussi, de faire les réassorts de stock et tout ça. Donc j'apprends quand même ce que c'est un e-com quand même dans la totalité. Savoir que je ne l'ai pas précisé, mais quand on avait vendu les overboards, c'était un modèle drop, mais avec des fournisseurs français, des grossistes en fait. Okay. Et après ça, du coup, je rencontre Camille. Et elle me parle du coup des culottes menstruelles qu'elle aimerait bien tester, que ça la saoule les protections qu'elle a actuellement. Et en fait, on commence à penser au business derrière. Mais on se dit, il faut quand même essayer. Donc en fait, plutôt qu'à acheter des marques, on a directement sourcé des fournisseurs pour avoir de l'échantillon. Et en fait, elle a essayé, ça lui a vraiment changé la vie. C'est ce qu'elle disait. En fait, elle me disait, c'est fou que le produit fasse... que j'ai pas découvert ça avant, en fait. Et moi, à cette période, j'avais ma petite sœur qui était du coup en train d'arriver dans sa période de règles. Et elle avait peur d'utiliser des tampons et des serviettes. Donc elle était apeurée à l'idée d'utiliser ces protections-là. Et du coup, j'en ai parlé. Et je lui ai dit, mais tiens, attends,
Camille, elle a testé un produit et du coup, je lui ai donné la culotte menstruelle. Elle a testé et elle a réussi à passer vraiment une journée comme si elle n'avait pas ses règles en fait. Elle les a, alors bien sûr, elle l'a ressenti et tout ça, mais c'était vraiment comme si elle faisait ses règles avec une culotte classique en fait. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit attends. Surtout que j'étais pion avant, donc j'ai vraiment vu aussi les jeunes ados qui ont leurs règles pour la première fois venir en vie scolaire, demander des protections. C'est gênant, en plus je suis un garçon. Et du coup je me suis dit en fait il faudrait c'est plus long en termes de durée d'absorption, c'est plus confortable, il n'y a pas de risque de choc toxique. En fait c'est pas normal que personne connaisse. Donc en fait là ça part dans l'idée et là on sort le truc, on sort le premier modèle Léa. Au début on n'a que 3 modèles et let's go, c'est parti comme ça. En 2020 ça du coup Fin 2020 ouais. Fin 2020. On a commencé un peu avant du coup, ça a pris quelques mois avant de se lancer, mais globalement ouais, c'était le site en fait, la naissance du site c'est fin 2020. Et ça ressemblait à quoi à peu près le marché à cette époque? Il y avait déjà des acteurs qui étaient en place, il y avait ouais. Parce qu'il y avait un gros boom à un moment il y a eu plein d'acteurs qui se sont lancés, il y en a plein qui ont disparu entre temps, mais c'était quoi un peu l'état de l'art? Il y avait pas mal enfin, je dis pas mal en vrai, c'est après que ça arrivait vraiment. Il y avait 2-3 acteurs. Bon, il y avait, pour les citer, je crois qu'ils n'existent plus ou quasiment plus. Il y avait Fempo, un des premiers, qui a été lancé par The Family à l'époque. Ok. Il y avait eu, je crois qu'il y avait Sister, et encore, je suis même pas sûr. Et il y avait peut-être un autre acteur. Et c'était assez basique. Il y avait de la dentelle, il y avait de la culotte basique. Mais ça restait vraiment en fait, de la lingerie qui en fait était adaptée au menstruel avec la protection, enfin la base du produit. Hein. Et nous, on a voulu un peu challenger ça. Et du coup, donc ça, c'était en fin 2020. Ensuite, il y a eu le Covid. Le Covid, je sais même plus. Ouais. En fait, on s'est lancé, je crois que c'était... Ouais. Parce que de mémoire, pendant le Covid, il y a eu un énorme boom de plein de marques qui sont lancées où ça scalait... Tu sais pourquoi d'ailleurs à ce moment-là tout le monde s'est lancé sur ce créneau-là Je pense que c'est le syndrome de l'objet brillant. Hein. Tout le monde a vu la culotte, il s'est dit c'est un marché de fou. Et en fait non, après il y a eu beaucoup de marques qui sont arrivées. Il n'y en a pas beaucoup qui ont su durer. Nous on a mis du temps à se lancer parce que forcément on partait de zéro. En plus on a géré notre stock très vite. C'était autofinancé depuis le début. En fait j'ai fait un crédit. Un truc à pas faire, hein, mais je fais un crédit à la conso sur Floa Bank, une banque en ligne. Donc avec le SMIC que j'avais à Voltex, j'ai contracté un crédit avant de démissionner pour être vraiment à fond dessus. Mais moi en fait pendant le Covid, j'étais pas encore lancé à fond sur Mademoiselle Culotte. C'était plus un truc qu'on testait, tu vois, c'était vraiment... On n'avait pas d'idée qu'on en serait là aujourd'hui. Et en fait moi je vendais des produits sur Amazon. Et je faisais ce qu'on appelle de l'online arbitrage. En gros on regardait des produits dans les marketplaces et on les sourçait chez des grossistes, par exemple il y avait Cdiscount à volonté ou sur une autre marketplace, et on les positionnait sur une marketplace où on pouvait marger, où par exemple le stock était plus disponible, ou alors le prix était moins cher. Tu vois, on pouvait avoir c'était une sorte, tu tradais un peu sur les prix sur Amazon. Donc on a vendu des chaises, on a vendu des débardeurs de sudation de marques, c'était des vraies marques, hein. Et on se greffait sur leur fiche produit. Pour ceux qui savent pas comment ça marche, Amazon c'est vraiment une boîte d'achat où plusieurs marques se greffent et après il y a une sélection qui est faite. Et du coup en fait ça m'a permis de doubler un peu ce capital là. Et après du coup on a pu investir dans la publicité parce qu'au début on mettait vraiment très peu d'argent sur Mademoiselle Culotte. On testait Google Ads, on testait Meta, donc ça coûtait de l'argent. Mais du coup ça a permis d'avoir on était à peu près j'avais emprunté 15 000. Avec Amazon, j'étais à 25 000 à peu près. Et du coup, avec ça, à un moment donné, j'ai dit Amazon, c'est chiant de rechercher des produits, de voir les opportunités, c'est long, c'est fastidieux. Puis ça reste, il n'y a pas de valeur ajoutée réellement, quoi. À part le service client et juste flairer les opportunités, c'était pas, voilà. Et en gros, avec ce capital-là, on l'investit dans Mademoiselle Culotte. Mais c'est assez compliqué au début. J'ai des connaissances forcément parce que j'ai fait d'autres boutiques avant, mais c'est un marché qui est de plus en plus concurrentiel, donc il y a quand même des acteurs qui poussent. Et en fait, là où ça va se décanter pour nous, c'est qu'en fait, comme tu disais, il y a beaucoup d'acteurs, mais je capte qu'il y a quand même des failles un peu sur Google. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui poussent sur Google Ads, donc il y a encore de la place.
sur ce canal-là, on se dit, il y a un coup à prendre, donc j'essaye de forcer, et sachant qu'aussi Meta, en fait, à ce moment-là, on s'est fait bloquer le compte. Okay. Parce que nudité, à cause des culottes. Et il n'y avait pas eu encore, tu sais, après il y a eu une mage, ils ont été plus ils ont toléré. Ouais. Là où maintenant c'est TikTok qui est plus chiant sur ces sujets-là. Mais ils ont bloqué notre compte. J'avais recréé un deuxième compte. Ils ont rebloqué le deuxième compte. Donc là déjà Meta, on n'était pas bien parti sur Mademoiselle Culotte. Donc on décide de mettre tout all-in sur Google. Et ça marche pas trop. Donc à un moment donné, on dit on arrête 3 fois Mademoiselle Culotte. Ok. On dit, il y a 3 fois où on se dit on essaie, ça monte, ça descend. Et du coup, en fait, on gère nos stocks, on a un petit appart, mais on gère notre stock. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que comme Google, c'est hyper volatile, et d'un coup, on n'arrive pas à vraiment stabiliser les ventes. Et on voit la trésor qui flanche, qui descend. Donc là, c'est compliqué, surtout que moi, je suis endetté en plus. Donc, et du coup, j'essaie de trouver des solutions, parce que je dis j'arrête, mais je me dis, ça m'embête, parce que les habits sont super bons. Tu vois, les produits, on arrive à les faire un peu plus accessibles, on arrive à faire de la qualité, on a des certifications avec les fournisseurs et tout, donc on a vraiment un truc où on est dans une démarche quand même qualitative. Et là, j'essaie de penser à comment faire pour essayer d'optimiser mes coûts. Et en fait, je capte que sur Google, à chaque fois que je vendais des produits, ou que je voyais par exemple mon ancienne boîte qui vendait des produits de mobilier hyper chers, les coûts par achat augmentaient assez proportionnellement au prix du produit. Et du coup, je me suis dit, attends, mais c'est bizarre quand même. Je me dis, est-ce que Google essaierait pas de... Bon, je me suis dit, bon, je vais tester, je vais fouiller un peu, je vais trouver des infos. C'est bien de se poser des questions. On va voir si confronter l'idée, à voir s'il y a des gens qui en parlent sur des forums ou autre. Et là, je tombe sur un forum aux US, des mecs qui parlent de ça, qui mettent le code justement du pixel pour changer la valeur par défaut. Et en fait, on met une valeur qui est plus faible que la valeur réelle du produit. Et en gros, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis notre... par exemple, si tu mets le coût à 20 €, que tu vends à 60, ton panier moyen, il est à 60 €, ben chaque achat, tu vas avoir 20 € qui va remonter à Google. Alors, le prix affiché ne change pas pour le client. Et en fait... Ben, du coup, le coût par achat baisse. En théorie, c'était ça. Je me suis dit, bon, je vais tester, on sait jamais. Donc, je teste la manip, je sais même plus le coût par achat que je mets, je mets une valeur définie fixe pour chaque produit. Je crois que c'était 15 €, un truc comme ça. Sauf que le panier moyen était à plus de 60 €. Et en fait, là, je relance ça. Et là, 700% de ROS de 7. Et je comprends pas. Et vraiment, tous les jours. Et on a des coûts par achat, je me dis, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens, c'était pas dans le Covid, on était dans les soirées entre potes, tu sais, chez les uns chez les autres, et j'entends que schling, schling, schling. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Les commandes qui tombent. Mes potes, ils sont là, surtout qu'ils m'avaient vu monter, descendre. Je me dis, allez, tu t'es reparti dans ça. Et je me dis, putain, c'est pas possible. Et du coup, je me dis, bon, est-ce que c'est passager et tout ça? On pousse le truc. Et Google nous appelle un jour. Et là, Google France, et on se dit, mais il nous invite à nous mettre dans un programme d'accélération. Donc, il m'envoie le truc et tout. Bon, c'est les trucs de Google, quoi. Il y avait Adopt-A-Make, Pampers. Et nous, on est 2 dans un petit appart, tu vois. Et on se dit, on va aller dans un programme d'accélération avec des gens de Google, tu vois. Et c'est bête après, mais tu te dis, tu passes d'une échelle à une autre, et tu comprends pas ce qui t'arrive, quoi. Et du coup, bon, après, le problème, c'est Google a vu le hack. Ils nous ont dit que c'était des trucs qui n'étaient pas alignés avec leurs conditions, nanani, nanana. Et de toute façon, ça tombait bien parce que le problème de ce petit hack, c'était bien pour exploser, mais c'est qu'en fait, au bout d'un moment, quand les gros sont arrivés, les grands groupes sont arrivés, et qu'ils ont mis du budget, bah, du coup, vu que tu mets moins, t'apparais moins aussi. Donc tu peux pas faire de volume. Donc c'était quand même limité si tu voulais scale derrière. Et ça vous a permis de faire quand même pas mal de chiffres? Ouais, je pense qu'on a fait... En fait, alors en chiffre d'affaires, je saurais plus te dire, mais en fait, ça nous a permis de passer de 15-25K sur le compte à 200K, tu vois. Ouais. En trésor, hein, je parle. Ouais, en chiffre d'affaires, je saurais plus te dire. Okay. Mais c'est là où tu vois le Donc ça vous a vraiment lancé... Ouais, ça nous a permis d'avoir une vraie trésor qui a permis d'être en fond de roulement pour la suite.
et qui je pense que sans ce hack, on aurait peut-être pu réussir à l'usure. C'est la levée de fonds via Google, quoi. Ouais, c'est ça, on a levé des fonds via Google. Après, encore une fois, je sais pas si je pense que c'est pas des mauvaises intentions de Google. Ouais. C'est pas, j'accuse pas Google de quoi que ce soit, hein. Mais c'est juste une analyse qu'on a faite. Et en fait, le marché, il y a une réponse mesurable. Et en fait, on a eu raison. Donc, peu importe de savoir comment c'est pourquoi. Bon, moi, c'est ma théorie. C'était qu'en fait, voilà, il y a une espèce de l'enchère s'adapte en fonction des prix de vente, quoi. C'était ça. Et aujourd'hui, du coup, ça a bien évolué, Mademoiselle Culotte, puisque si tu peux donner un peu quelques chiffres, j'en ai donné en intro, mais tu en as peut-être d'autres. Ouais. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, tu as dit 22 millions sur plusieurs boutiques. C'est que sur Mademoiselle Culotte. Ouais. Ok, autant pour moi. C'est que sur Mademoiselle Culotte, donc t'inquiète. Et du coup, c'est depuis le début. Du coup, 22 millions sur la totalité. Ouais. 5 millions du coup sur la dernière année. Et le plus important, du coup, c'est la rencontre aussi qu'on a fait avec Rhodes. Où là, en fait, on arrive dans un truc où on commence un peu à plafonner. On a une croissance saine, on fait du 10-15% de croissance sur 2025, mais on sent que là, on atteint le plafond. Et j'ai des concurrents qui m'ont écrit, tu vois, sur LinkedIn pour faire des espèces de calls. Moi, je fais pas trop ça, mais qui disaient que le marché était en train de se solidifier. En gros, la fameuse phase de maturité. Pour racheter, pour vous racheter du coup Non, pour discuter du truc, parce qu'ils étaient, je pense, en difficulté, ou ils essayent de se rapprocher des fois pour choper des infos. Enfin, je sais pas pourquoi ils font ça. Mais du coup, ça me donnait des indicateurs. Mais je me disais, en fait, j'ai pas l'impression que le marché, il stabilise. Je pense qu'il y a encore de la croissance à aller chercher. Il y a des marques qui en font, donc c'est pas... Enfin, tu vois, donc, du coup, je me dis, il faut qu'on essaie de scale. Google, c'est plafonné de base. Donc, c'est plafonné par le marché, par la demande. Le SEO, on était très bon aussi. On est dans des top positions sur... Je ne saurais même pas te dire le nombre de mots-clés, mais en termes de trafic, peut-être on en parlera plus en détail. Mais du coup, là, c'est vraiment méta. Où on dit, on a testé avec une agence qui nous suit avant. On a réussi à faire quelques trucs, mais en 2025, même pas en 2024, on avait essayé de scale. Et en fait, on n'avait pas été rentable, on a perdu de l'argent. 2024, on a vraiment eu EBITDA à peine positif, quoi. Donc, année compliquée. 2025, on repart. Du coup, Meta, on a un petit problème avec Meta. D'où notre rencontre avec Rhodes, c'est que ils décident à cause de la RGPD sur les données santé, ils décident de flaguer en gros toutes les trackings de ces business-là. Donc en fait, on se retrouve à plus pouvoir traquer nos données. En fait, on peut faire de la pub, mais les données ne remontent pas. Parce que c'est lié à la santé. Alors, la culotte menstruelle, ça reste entre les deux, tu sais, c'est un peu... Et à ce moment-là, du coup, on est en mode, bon, vas-y, Meta, c'est bon. Moi, je me suis déjà fait ban des comptes. Là, c'est la 3e fois qu'ils nous font un coup comme ça. On se dit, Meta, finito, quoi. Et même, je dis à Quentin, je crois que c'était de chez Rhodes, désolé, là, en fait, on va pas pouvoir continuer. Parce que y a plus de Meta. Enfin, je vais pas faire de la pub si je peux pas traquer, si c'est pas mesurable, ça sert à rien. Et là, du coup, Rhodes intervient, ils disent, voilà, t'inquiète, on peut essayer de faire des choses. Je pense qu'il y a forcément une erreur. Donc vous arrivez à avoir le contact avec Meta. Faut pas le dire trop fort, ça, parce que sinon... peut-être que tu pourras couper. Non, t'inquiète. C'est sur je dis ça pour rigoler, mais après on va nous appeler pour débloquer des comptes. Oui, d'accord. Ah oui. Ah ouais, ça c'est... Je plaisante. Ouais. Non, mais ouais, c'est vrai que... Mais c'est bien, en vrai, parce que, mine de rien, quand t'as pas... Parce qu'on était là avec une agence avant. Parce que vous dépensiez peu sur Meta à l'époque. Ouais, on était à peut-être 500 € par jour de budget. Moins que sur Google, quoi. Ouais, Google, on est à beaucoup plus. Mais du coup, on appelle l'agence, pouvait pas débloquer le compte, on avait essayé. Donc on cherchait quand même quelqu'un qui a un niveau de contact chez Meta, c'est très dur de les avoir. Ouais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le compte se débloque. Ça prend je pense que ça prend quelques semaines. En tout, on a dû rester 3 mois, je pense, bloqué. Et en fait, je dis clairement à Quentin, je dis c'est simple, si vous arrivez à débloquer le compte Meta, je travaille avec vous. Je me souviens de ça. Et du coup, il arrive à débloquer le compte. Forcément, je suis un homme de parole. Du coup, on commence à bosser avec Rhodes. Et meilleure décision, parce que du coup, au début, je suis un peu sceptique Meta, forcément.
pas mal d'antécédents. Donc je suis un peu sceptique. On a perdu de l'argent en 2024. J'y crois moyen. Mais Clémence, du coup, qui est notre performance manager chez Rhodes, arrive quand même à me convaincre, à m'expliquer. J'aime bien sa vision, je comprends. Et je me dis, de toute façon, plus ça va, moins j'ai de conviction, et qu'il faut toujours essayer de rechallenger ce qu'on apprend, et même les mauvaises choses, où on se dit, non, c'est mort, ça s'est mal passé. En fait, je pense que 98% du temps, c'est juste qu'on a été nul, qu'on n'a pas fait les bonnes choses. On reviendra un peu sur le détail justement de la strat, ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place avec Clémence et tout, parce que c'est intéressant justement, notamment ce qui se passe là sur les derniers mois. Ça m'intéresse de prendre un peu de dézoomer un petit peu, de regarder le marché. On en a parlé, c'est intéressant ce que tu disais, il y a eu des signaux de concurrents qui essayaient de prendre des infos et tout. Nous on le voit de notre prisme, et en effet, c'est quand même un marché sur lequel tu as le sentiment que c'est quand même plutôt saturé. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de concurrence. Comment tu décrirais le marché aujourd'hui de ton point de vue ? Il y a eu beaucoup de mouvements. À l'heure d'aujourd'hui, le marché, il est... il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont en déclin aussi. On le voit notamment, il y a beaucoup de sites comme TrendTrack, Href, pour voir un peu arriver à se positionner. C'est pas fiable à 100%, mais ça te donne une idée. On voit que nous on se positionne sur une certaine explosion où y a beaucoup de concurrents, on fait x3 leur trafic par exemple mensuel. En partie lié à Meta, mais aussi tout le SEO, etc. Et du coup, il y a pas mal de déclin au niveau du trafic. En termes de produits, il y a quand même des belles marques. Des belles marques qui essaient de faire des bons produits, des belles choses. Donc c'est quand même positif. Je pense que le marché va continuer d'évoluer vers le haut. Il y a des très gros qui dominent un peu le marché, ou c'est plein de petits acteurs ou acteurs moyens, de taille moyenne qui... Il y a plein d'acteurs type un peu start-up, d'NVB du moins. Et après, il y a des gros acteurs. Les premiers, je crois, qu'à être arrivés sur le marché, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était Etam, Dim peut-être aussi. Il y a Etam, Dim dans le mensuel qui sont très... ils ont tout le retail. Donc ils ont vraiment pignon sur rue sur le retail. Donc c'est pas le même marché. Mais sur le web, je trouve que quand même les gros, mis à part si on enlève leur halo de marque, de grands noms, sur le web, ils sont pas très... si tu regardes leur stratégie Meta, tu regardes leur stratégie Google... Ils sont moins agiles, quoi. Ils sont pas agiles, ils ont moins... je sais pas. Du coup, plein d'acteurs et quelques grands groupes qui sont quand même... qui font des très bons produits. Mais, et ça vend un petit peu sur Amazon ? Amazon, on s'est positionné dessus. Forcément, du coup, c'était mon métier avant, mais j'ai fait un peu n'importe quoi au début. En fait, on a mis des codes EN parce que au début, quand on n'avait pas d'argent, on a commencé directement sur Amazon. Et on avait mis des codes EN. Il faut payer les codes EN, c'est un coût. Et je crois que c'est 1000 et quelques euros l'année, 2000 euros même. Et on avait pris des codes EN sur Internet. Et on savait pas, sauf que c'était des fakes en fait. Nous, on pensait que c'était bien, c'était moins cher. Donc on s'est dit, on va prendre ça. Sauf que c'était des faux codes. Du coup, il y a eu quelques codes qui ont commencé à clinguer sur Amazon. On a des annonces qui sont faites et en fait on a compris le truc. Sauf qu'après pour aller remettre son code, ça prend des mois et des mois. Et du coup on a perdu nos perfs. Donc on est passé d'un compte qui montait à un compte qui est descendu. Des fois tu vois, t'essayes d'optimiser, tu fais un petit truc et en fait c'est une bonne décision de premier ordre, mais sur le moyen long terme, ça s'avère te piéger. Donc on est dessus, mais plus en moyen de paiement. On a nos produits dispo, on pousse un peu, on fait un peu de pub dessus. Mais je ne saurais même pas dire le pourcentage tellement c'est petit par rapport au site web. Et les autres acteurs, ils vendent beaucoup en direct ou ils vendent aussi sur Amazon Il y a des marques qui sont natives d'Amazon aussi. Sur de la culotte menstruelle ? Ouais, il y a des marques qui sont nées vraiment sur Amazon, sur les maillots de bain aussi. Parce que nous on est aussi sur les maillots de bain depuis 4 ans. Il y a des acteurs qui sont positionnés dessus. Moi j'ai tendance à dire qu'Amazon c'est bien, mais vraiment il ne faut pas que ça prenne trop de place. C'est pas nos clients, ça reste les clients d'Amazon. Tu peux pas les relancer, tu peux pas travailler ta base. C'est toujours le même problème Amazon, et Amazon est de plus en plus chiant, il y a de plus en plus de choses, c'est chronophage aussi je trouve Amazon. Est-ce que tu dirais toujours sur le marché que le marché il a évolué en termes d'éducation? Tu vois, moi je me souviens à l'époque, il y a 3, 4, 5 ans, enfin j'ai plus les dates exactes, mais quand ce produit-là est arrivé sur le marché, il y a beaucoup d'éducation autour de comment ça fonctionne, pourquoi c'est mieux que telle ou telle alternative. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a tellement de concurrence
que, et tu me diras si je me trompe pas, mais que en fait les gens savent très bien comment ça fonctionne et du coup ça pousse un peu vers les arguments qui sont plus prix, produits, tu vois, ou est-ce qu'il y a encore... Ouais, c'est vrai qu'il y a tellement de choses sur le marché que là je pense qu'à l'heure actuelle, faire du top of funnel où tu fais vraiment découvrir le produit, c'est de plus en plus difficile. Mais par contre, là où nous on essaie de se diversifier, c'est sur... en fait on essaie d'être usage driven, c'est-à-dire qu'on va vraiment se diversifier sur les produits en fonction des problématiques de chaque femme. Parce qu'on a remarqué que chaque femme rencontre différentes problématiques pendant ses règles. Et l'idée avec Mademoiselle Culotte, c'est pour chaque problématique de créer une culotte menstruelle qui soit adaptée. Okay. Et plus largement, que ce soit la culotte menstruelle détachable, pour se changer plus facilement, parce qu'on a vu que sur les avis, certaines femmes disaient les culottes c'est bien, mais pour se changer, c'est un peu chiant. On était arrivé avec des culottes menstruelles, nous par exemple, et beaucoup de marques sur le marché justement de concurrents, avec des modèles détachables. Et j'observais tous les modèles qu'il y avait, et tous, ils les sortaient. Ils les sortaient ou ils les faisaient descendre dans leur site, ça veut dire que bon, ça se vendait pas. Parce que, et on avait le même problème, sur notre premier modèle, les clips, déjà c'était sur la hanche, donc quand tu as un jean serré ou que tu veux faire une sieste et que tu bouges, ça appuie sur tes hanches, ça fait mal, ça se déclipse, donc c'est moins confortable. Et du coup, on a enlevé le produit, on a essayé de le challenger, et en fait ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a créé une détachable avec un système d'agrafe qui est du coup situé au niveau de l'aine, devant, pour pas qu'il y ait de sensation d'inconfort à ce niveau-là. Et les agrafes sont rembourrées, et en plus la culotte menstruelle est sans couture pour être invisible sous les vêtements. Okay. Et du coup, on a lancé ce produit, on se dit on va laisser une chance au détachable, et ça a été un énorme succès, et ça a été élu produit de l'année, et ça fait partie aussi de nos hero products Trop bien. Actuellement. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing. Et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute. C'est intéressant parce que du coup, tu pourrais te dire, en fait, aujourd'hui, c'est sur un marché aussi saturé, c'est que le prix qui fait que ça vend, mais du coup, pas nécessairement. Si tu as quand même des innovations produits. Puis surtout, comme tu dis, il y a plein d'acteurs qui sont arrivés avec des stratégies de prix. Tu vois, on a un concurrent qui fait du free shipping. Free shipping, c'est un truc qui date de 2012. Hein. En gros, tu offres le produit gratuit et en fait tu fais payer une livraison à 8 € et tu fais croire que c'est le produit gratuit, mais tu marges et tu amortis sur ton produit, sur la livraison. C'était la mode avant, la DGCCRF était arrivée dessus et c'est devenu interdit parce que c'est considéré comme du marketing trompeur. Mais du coup après ils ont fait ça, donc ils vendent aussi des culottes à 10 €, tu vois, des trucs même tu vois, à 5 €. Donc et puis tu peux pas scale avec une stratégie comme ça parce que tu marches pas sur ton premier client. Enfin, on pourra en rediscuter après sur la partie si on parle du scale. Et du coup, quand tu as des prix comme ça, des trucs, tu peux plus te dire juste on va faire des prix bas, ou tu vois, il faut quand même garder une certaine image, il faut quand même aussi pas trop baisser le prix. Donc nous on joue avec des offres achetées offertes, tu pourras en reparler tout à l'heure. Mais globalement on s'est dit c'est le moment de se positionner. Il y a quelques années on a pris cette décision et d'essayer d'écouter les clients en fait et d'essayer d'améliorer l'expérience utilisatrice des clientes pendant la règle. Donc c'est pour ça qu'on a sorti les culottes respirantes aussi pour le sport, avec une matière mèche qui est très fine et très légère pour les fortes chaleurs, mais aussi pour le sport. L'application, là où on sort carrément du produit pour justement accompagner les femmes qui ont leurs règles avec de manière générale, que ce soit pour le suivi du cycle de règles ou d'ovulation, ou alors aussi pour nous, là où on va plus loin que ce qu'il y a sur le marché, c'est qu'on accompagne aussi avec le port de nos culottes menstruelles, parce qu'on indique à l'utilisatrice le meilleur moment de changer sa culotte menstruelle en fonction de ses données santé. Que ce soit une personne qui a de l'endométriose par exemple, des flux réguliers, ou une première utilisatrice qui est sceptique, parce que le scepticisme c'est vraiment le frein principal au changement des protections traditionnelles à la culotte menstruelle. Le but c'est d'être main dans la main avec la cliente, puisqu'on ne peut pas l'être physiquement, pour accompagner, donner aussi du contenu sur l'app,
Bien sûr que les personnes qui ont des flux réguliers, qui sont sous pilule, etc., c'est pas forcément elles qui vont utiliser cette feature-là, mais elles utilisent le calendrier. C'est plus pour aller apporter quelque chose en plus, pour encore plus démocratiser la solution finalement. Qu'est-ce qui fait, c'est ultra intéressant et ça fait un peu le lien avec ma question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une marque survit ou meurt justement sur ce marché? C'est ça, c'est la différenciation Ouais, je pense que ouais, c'est la différenciation. C'est le marketing aussi beaucoup. Je pense qu'il y a 4 façons de réellement faire marcher une marque à la base et de faire en sorte aussi qu'elle survive après. Beaucoup ils parlent du produit winner ou de ce genre de choses. Pour moi c'est aussi encore une fois le syndrome de l'objet brillant, on vend un truc c'est le produit winner, etc. Je pense que la première c'est le momentum, donc être là au bon moment sur le bon produit, que ce soit une tendance aux US ou une tendance qui émerge en France. Nous ça a été notre cas avec la culotte. La deuxième façon de passer du 0 à 1, ça va être de challenger l'existant. Donc tu vois un marché qui est déjà existant, par exemple les brosses à dents, et tu vas créer une brosse à dents comme l'a fait My Variation par exemple. Tu vas te dire les brosses à dents elles sont grosses, t'as une crampe au bras limite quand tu te laves les dents. Mais je vais faire un truc plus épuré, un design un peu léché à la Apple, boum, ça donne My Variation, et ils font et du coup ils ont continué à itérer. Après ils ont fait leur système de variation aussi sur le, ça donne une marque comme ça. La troisième c'est le marketing, voir une faille comme on l'a fait aussi sur Google par exemple, une faille sur un marché où ils sous-exploitent par exemple Google Ads, Meta, la brand. Par exemple Gymshark, ils sont arrivés, ils vendent des produits de sport, mais ça existait déjà les produits de musculation. Ils ont juste créé un pont entre la marque et la communauté, avec un vrai travail sur la communauté, le branding, etc. Et ça donne Gymshark qui est valorisé, je sais même plus à l'heure actuelle, mais c'est colossal. Plus en milliards. Ouais, colossal. Et la quatrième, celle-là c'est la plus dure, c'est d'aller challenger l'existant, mais à un point où tu vas disrupter le marché. Par exemple, Spotify, ils ont créé le premier jukebox numérique. Donc ils ont créé une nouvelle façon de consommer de la musique. Donc le marché, il a changé. Ou alors des inventeurs qui inventent un produit qui résout un problème qui n'a jamais été résolu jusqu'à présent et qui crée un nouveau marché de zéro, quoi. Et ces 4 choses-là, elles permettent d'aller de 0 à 1. Mais si tu es allé de 0 à 1 avec le momentum, tu peux aller aussi de 1 à 5 en challengeant l'existant. Tu peux aller de 5 à 10 en travaillant sur ton marketing. Ce qu'on a fait, plus ou moins ce qu'on fait même avec Rhodes maintenant. Parce que on a fait là 75%, on a réussi à battre le record sur janvier de chiffre d'affaires. On a fait 1 100 000, 1 million sur le Black Friday, ce qui nous donne en fait une projection à 10 millions avec 20% de l'objectif atteint fin 2026, quoi. Et voilà, donc du coup pour moi c'est vraiment la vision que j'ai pour toutes les marques qui réussissent, c'est généralement qui commencent de 0 à 2 et qui après explosent, qui vont scale, et je pense que ça se joue aussi sur le produit et sur les failles marketing, sur ces 4 piliers-là, quoi. Si on parle un petit peu de produits justement et d'offres notamment, tu peux me repréciser votre positionnement exact, comment vous présentez Mademoiselle Culotte? Ouais, nous alors en termes de prix, on a un produit, ce que j'appelle un produit d'appel qui est à 20 €. Après sinon on tourne autour de 24 € en moyenne à 35 € pour les maillots, 30-35 € pour les maillots. Et pour les offres, on fait des offres achetées offertes. Donc on a une offre 2 achetées, une offerte, 3 achetées, 2 offertes. Et on va même jusqu'à 5 achetées, 5 offertes, de manière pour vraiment que les clientes puissent avoir assez de produits, assez de culottes menstruelles sur la durée de leur cycle, et de jouer sur cette chose-là aussi, ce besoin en fait qu'on a identifié dès le début. Ça a été notre positionnement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'offre sur le marché. On s'est dit les femmes en moyenne ont besoin de 4 à 5 culottes, donc on va faire des systèmes de packs acheter offertes plutôt que faire du moins 20, moins 30 comme tout le monde. On arrive avec un truc où on joue sur la gratuité du produit. C'est plus ou moins la même chose en termes de discount, mais amené différemment, avec une logique de elles ont besoin de plusieurs culottes, donc il faut qu'on réponde à ce problème avec notre offre. Et c'est un avantage sur le panier moyen, du coup. Ouais, exactement, c'est un avantage sur le panier moyen, ça fait des plus gros paniers moyens. Le pourcentage de marge, il baisse forcément, puisqu'on fait du discount, mais le volume, c'est sur un plus gros montant. Donc en fait, certes, le pourcentage baisse, mais en valeur absolue, tu y gagnes à la fin, quoi. Et puis on l'a BTS, donc
Et ça du coup, donc tu peux acheter le produit seul ou tu es nécessairement obligé de passer par un pack? Non, on peut acheter le produit seul aussi. Okay. Mais il y a beaucoup de gens qui l'achètent ou... Pour tester, ouais. Il y en a qui en commandent plusieurs. Okay. Et une fois qu'ils ont trouvé le modèle qui leur correspond le plus, ils vont prendre des packs pour justement avoir assez pour faire leur cycle. Et ça, tu dis, vous l'avez testé? C'est quoi un peu votre... Ouais, quoi votre méthode on a fait des A/B tests avec plusieurs agences. Là, on est avec Over en ce moment. On salue André. Ouais, on salue, ouais. Et qui font du très bon taf. Et du coup, on a pas mal de tests en cours. Et là, on teste les offres. Donc, on supprime des offres, on en ajoute, on baisse une quantité, on challenge le prix unitaire, parce que forcément, ça se répercute sur le prix du pack à la fin. Et en fait, on teste et on voit en fait ce qui marche le mieux et on adapte en fonction de ça. Ok. Et ça, vous l'avez fait avant? Ça, c'est de l'offre. Ça fait combien de temps que vous êtes sur cette offre-là? Ça fait depuis le début. Ok. Quasiment. Donc après, c'est la winner, c'est la winner, pour l'instant, ouais. En fait, on challenge aussi la façon de la présenter, de l'amener sur le site, l'UX, etc. Mais c'est quand même la plus celle qui marche le mieux jusqu'à présent. Et ouais, et c'est frustrant parce qu'on fait plein de tests, mais on lâche pas l'affaire, on se dit on va arriver à la challenger. Ce qui marche par contre, c'est quand tu augmentes un peu le prix, tu vois. On a fait des augmentations de prix, parce que forcément quand on scale, il faut aussi que ça s'étire. Augmentation de prix, augmentation de palier de livraison, etc. On va rentrer un peu dans la partie justement chiffres, ça m'intéresse, mais allons-y. Du coup, j'avais posé des questions sur la partie off, mais c'est assez clair. Tu peux nous donner quelques chiffres pour planter le décor sur le e-com? Donc tu nous dis 5 millions 5 millions 5 2025 en panier moyen, du coup 60, c'est ça? 60, ouais. Ok. Si tu as d'autres chiffres, taux de conversion, ça donne... Ouais, on est autour des 3%. Après, comme on a explosé avec le blog, où il y a des articles qui sont moins transactionnels, il a baissé. Donc t'as beaucoup de trafic qui convertit pas immédiatement. Ouais, pas immédiatement, qu'il faut faire redescendre dans le funnel. Et si tu sors ça, du coup, tu serais à combien? Ouais, 3%, c'est ça. Okay. 3%, sinon on est à 2%, quoi. Ok. T'as du repeat? Ouais, on a un client sur 3 qui rachète dans les 50 jours en moyenne, 59. Et ça fait du 30%, 30%. Et là, on a réussi sur mars, on est à 35%. Donc, j'espère que ça va continuer. Et en fait, je pense que c'est lié à la stratégie de base. C'est vraiment la narrative produit. C'est-à-dire, tu achètes un produit, une culotte menstruelle basique, tu dis ok, c'est cool, peut-être que tu as des inconforts, ou peut-être que tu dis c'est pas pratique pour se changer. Ah, mais on a la culotte menstruelle détachable. Peut-être que l'été, ça te tient un peu chaud. Donc nous, on a une solution aussi pour cet inconfort-là. Donc on reconnaît le petit inconfort et on apporte une solution. Pour toutes les problématiques qui sont... Les ventres gonflées aussi. Le ventre gonflé, on a des modèles qui sont avec une coupe spécifique. En fait, on a une personne qui est embauchée en interne. Peut-être qu'on reparlera de l'équipe plus en détail tout à l'heure. Mais ça m'intéresse, vas-y. Et du coup, la personne, elle est responsable produit. Okay. Et elle est chargée de l'innovation de produit. Donc là, elle est en train de challenger les matières, challenger les fabricants. Parce qu'on a plusieurs fabricants, donc en Europe, là on essaie de trouver de nouveaux fabricants et on développe plein de nouvelles gammes. On a des dingueries qui sortent, je pourrais pas les teaser là, mais enfin je vais pas pouvoir donner les détails, mais tu veux pas nous lâcher une petite exclue? Non, ouais, mais ça aurait été cool en vrai, mais non, parce que ouais, c'est vrai que s'il y a des concurrents. Je plaisante. Mais comme non, après c'est surtout sur tout ce qui est produit, on essaie vraiment de pousser le truc. Vous avez combien de produits là? Je saurais pas te dire. Okay. On a 3000 références, mais comme c'est plus de 3000 références, mais comme c'est des tailles, en nombre de produits exacts, là je saurais pas te dire. Et de grandes familles typiquement de culottes? Ouais, une dizaine. Ok. Après, il y a des sous-catégories. Par exemple, on a les respirantes pour le sport. Et en fait, c'était un Hero Product qui devient en fait une Hero Collection. En fait, tu itères, tu fais des boxers, toutes les gammes, un peu de la lingerie sur cette gamme-là. Okay. Et du coup, voilà. Et après, on pousse encore plus le truc, là. Et du coup, ça, c'est les exclus que je lâcherai peut-être plus tard en exclus sur un autre podcast. Et je t'ai pas demandé du coup, mais ça m'intéresse. Donc, la structure de l'équipe, c'est quoi? Donc, tu as cette personne qui est au produit. Ouais. On est entre 7 et 8 actuellement. D'accord. La structure, c'est Camille, du coup, la cofondatrice, qui est... elle est CEO, donc en fait, elle gère tout ce qui est opérationnel.
donc la gestion du stock, plus ou moins, enfin tout ce qui est la partie aussi service client SAV avec les équipes. Donc on a 2 personnes pour le service client, le SAV. En interne, ça? En interne, ouais. Okay, là c'est que en interne. Et après on a 2 personnes pour la com marketing. Et après on a une personne du coup pour le produit. Et après on a des personnes qui sont en renfort, mais plus pendant les temps forts, pour la partie SAV service client. Et en fait on a géré notre propre logistique jusqu'à c'était début 2025. Okay. Et on avait nos locaux, etc. Et on a externalisé, on bosse avec EasyShip maintenant, qui est un prestataire. On a l'entrepôt en plus c'est à Toulouse, donc parfait. Trop bien. Donc du coup on garde encore notre logistique en stock tampon pour les échanges, parce qu'on fait les échanges en interne, parce que c'est des process qui sont spécifiques, parce que c'est de l'intime. Donc on l'a gardé en interne. Par contre, tout est sous-traité après en termes de logistique à EasyShip. Et ça nous a permis aussi de scale. Parce que comme là on scale, mais c'est parce que les planètes sont alignées, parce que le stock est sous-traité. On n'aurait pas pu faire ça avant. On était déjà en train on n'avait plus de place. On était une dizaine de personnes à cette période. Okay. Et du coup, on a licencié 3 personnes malheureusement. Après ce changement. Bon, ça s'est bien passé. C'est des gens de ma famille, donc voilà. Ok. Donc, tu dis 30% de repeat, panier moyen 60 €, taux de conversion après autour de 3%. Aujourd'hui, qu'est-ce qui drive le trafic? C'est quoi les canaux d'acquisition principaux que tu as sur le site? Pour donner un peu un ensemble, on a Google, Ads et SEO. On a Meta Ads. C'est combien de pourcents ça à peu près ça doit être 40% Google sur juste parce que là faire le pourcentage là de tête. Ça doit être 20% SEO, 40% Google Ads, et le reste Meta et même la notoriété de la marque aussi, parce qu'on a beaucoup de notoriété, on a beaucoup de personnes qui nous recommandent aussi. C'est plus de 30% des gens qui achètent, qui ont une recommandation d'un proche, ami ou famille. Et on a de plus en plus de recherches, mais pour moi, c'est inclus dans Meta. Parce que les recherches, halo de marque. Donc c'est dur à dire en fait, parce que c'est toujours l'histoire. Le problème quand on a beaucoup de canaux comme ça, c'est l'attribution en fait, c'est l'enfer. C'est compliqué. L'attribution en plateforme, forcément tout le monde lève la main, tout le monde dit on rapporte la conversion. Donc si on les écoute, on fait 50 millions de chiffres d'affaires. En réalité, c'est pas vraiment ça. Et c'est intéressant, c'est un casse-tête monstre, mais c'est intéressant d'avoir quelques outils qui permettent de faire du multi-touchpoint pour aller voir un peu qu'est-ce qui est converti, à quel niveau, etc. Questionnaire post-achat, vous faites questionnaire post-achat, effectivement. Donc ça va nous aider aussi beaucoup pour la répartition du budget, voir si on est dans les clous, voir s'il n'y a pas une plateforme qui survend son attribution. C'est le cas de beaucoup de plateformes un peu dites exotiques, style TikTok, Snap et tout, qui aiment bien... Pinterest. Pinterest, alors là, horrible, j'ai arrêté. Et 20% de SEO, c'est quand même beaucoup, beaucoup dans le bon sens pour une marque e-commerce, c'est assez rare. Ouais. En 2 mots, qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à ce niveau de trafic? Beaucoup de choses. Beaucoup d'articles, énormément d'articles. Du blog, du coup? Ouais, du blog, beaucoup de blogs, beaucoup de netlinking. Le classique, là, il n'y a pas eu de hack magique comme sur Google Ads. C'était vraiment... Et c'est le contenu que vous faites en interne aussi? Ouais, tout est en interne. Enfin, non, on a une personne qui gère une partie du contenu. Ouais. C'est juste qu'en interne, elle publie à la fin, elle fait l'ajustement de l'article, le design, etc. Okay. Et la partie édito, stratégie, c'est une personne externe. Parce qu'on est une petite équipe, du coup, pour une boîte qui a une telle croissance. Mais en fait, moi, je suis très hypé par justement des petites équipes dans une même pièce qui se rassemblent et qui essaient de créer des choses et de repousser les limites. Un peu comme dans les startups au début, etc. On y revient. C'est ça. Et du coup, qui vont après avoir plusieurs personnes externalisées, comme des intrapreneurs qui gèrent. Par exemple, t'as pas de compétences sur le motion. Ok, est-ce qu'on peut trouver une personne qui est la meilleure personne dans le motion, la meilleure agence, tu vois. Et en fait, ça crée un écosystème où on n'est que 7, mais où on peut avoir une efficacité en fait d'une équipe de 30 personnes facilement. Et côté canaux d'acquisition payants, donc tu disais Google, 40% à peu près ads.
Ouais, alors là je le fais de tête, vulgairement. Dans les grandes lignes. Et c'est surtout que c'est en train de... Je veux pas donner tous les trucs exactement, pour rester quand même vague, mais beaucoup Google Ads et beaucoup Meta aussi de plus en plus, qui prend de plus en plus de place forcément, puisqu'on scale beaucoup avec Meta. Dans les grandes lignes, en termes de budget, c'était un ordre de grandeur pour donner une fourchette. Sur les deux, pas forcément le split entre les deux, mais ce que tu investis en ads. On est entre 100 000 d'entrées par mois, temps faible, on va dire, et 300 000 mois sur les temps forts, quoi. Okay. Donc 25-30% pour les temps forts de budget publicitaire ads. Donc que ce soit Google, que ce soit Meta, tout inclus, quoi. Ce qui est assez soutenu, mais qui du coup explique aussi la poussée en termes de chiffres. C'est quoi les indicateurs que tu regardes tous les jours, toi ? Bonne question. Ça a tellement changé avec le temps. Au début, comme tout le monde, les indicateurs plateforme. Après, j'ai compris que c'était pas la bonne chose à faire. Donc après, j'ai croisé avec les indicateurs plateforme, mais au clic. Donc sur Meta, clic 7 jours uniquement. Okay. C'est pas non plus la réalité exacte, parce que du coup, la vue un jour, elle va survendre l'attribution, alors que si on l'enlève, donc la réalité, elle est quelque part entre les deux. Donc en fait, on regarde surtout le MER. Okay. Je pense que le MER, même, il pourrait suffire à lui-même. MER, on croise avec le CAC déclaratif, les enquêtes post-achat, donc il y a un CAC déclaratif. Et après, sur le compte en lui-même, donc là, c'est plus Clémence de Rose qui va le gérer, qui va regarder peut-être le CTR, qui va regarder aussi le ROS, quand même, on le regarde, hein, mais on ne prend pas des décisions uniques sur ça. C'est vraiment des décisions basées sur le business. Toi, ce qui fait foi, c'est vraiment le MER, donc le pourcentage de ton CA que tu mets dans ta Ouais, je pense que c'est le mieux. Et après, c'est le net profit, contribution de margin aussi, c'est des trucs qui sont importants. Tu vises je sais pas si tu communiques dessus, mais tu vises un target profit particulier. Profit net entre 22 et 30% pour donner une fourchette sur le profit net. Et après, pour contribution de margin, on va dire 34%. Okay. Un minimum. 34% à 40%, quoi. Enfin, après, plus il y en a, mieux c'est, tu vois. Donc, mais dans ces eaux-là, quoi. Et du coup, alors, tu dis que tu as du repeat. Donc, c'est quoi ? C'est une personne sur trois qui achète dans les 2 mois, c'est ça ? En moyenne, ouais. Après, il y a des personnes, par exemple, là, on a une vague de nos premières clientes d'il y a 5 ans qui rachètent pas pour racheter un nouveau produit, qui rachètent pour renouveler. Okay. Parce que c'est quand même des produits qui sont réutilisables sur le long terme. Ça dure longtemps ? 5 à 7 ans en moyenne. Ok. Oui, donc c'est pas facile d'avoir du repeat sur ce business, quoi. Ouais, mais en fait, c'est pour ça qu'on a choisi déjà l'application, parce que l'application nous permet aussi d'avoir du repeat plus facilement. Et qu'on a choisi du coup toute cette stratégie narrative produit autour de tous les produits différenciants qu'on fait. Et c'est vraiment sur ça que je pense que ça appuie notre force de repeat. Et plus on le pousse, plus je pense que le repeat va augmenter encore. Ce qui est déjà pas mal, hein, 30% sur ce type de Ouais, c'est vrai que sur ce type surtout qu'on avait benchmark le marché, c'était à 15. Et nous, on était à 15 aussi au début. Donc ça a mis du temps. Et bien sûr, après, il y a toute la strat. On était avec Email Club, mais on a une grosse stratégie mailing toujours. On a internalisé cette partie-là. Et on a tout ce qui est WhatsApp, marketing aussi. On avait un programme de feed, mais on l'a arrêté parce qu'on n'avait pas les résultats qu'on voulait. Et comme on sortait l'app, on s'est dit que l'app, en fait, c'était vraiment beaucoup plus de valeur ajoutée que juste un programme de feed classique. C'est-à-dire qu'on donne de la valeur gratuitement via une app, mais d'ailleurs, tu fidélises avec aussi. Et vous la poussez systématiquement à tous vos clients, l'app ? Ouais, après, on a à peu près 60% qui la téléchargent, donc c'est énorme, enfin, c'est correct. Et parce qu'après, bien sûr, il y a déjà des apps sur le marché, donc il y en a qui avaient déjà des apps de règles, donc peut-être que ça les intéresse pas. Mais on est assez différencié quand même sur l'app en elle-même. On a notre UX, forcément, on a la partie culotte. On a des programmes audio aussi sur l'application pour mieux vivre ses règles. Donc, que ça soit des automassages guidés, de la méditation, de l'autothérapie, de l'auto-hypnose, tout ça dans l'app. Et ça va aller encore plus loin là prochainement parce que on sort des compléments alimentaires du coup pour encore plus aider les femmes, pas juste sur la protection, mais aussi durant leurs règles, à mieux vivre leurs règles. Okay. Et là, on sort des compléments alimentaires qui vont pouvoir aussi être à la fois diagnostiqués sur l'app, mais avoir un vrai suivi aussi sur l'app avec des études scientifiques, etc.
pour vraiment voir le résultat et pouvoir aussi suivre et prendre des notes. Et donc là, c'est encore en train d'être créé avec les développeurs avec qui on travaille. Et on pousse le truc encore plus loin, quoi, constamment. Tu pilotes, du coup, pour revenir un peu sur les indicateurs que tu regardes, tu regardes le coût d'acquisition, du coup, c'est une métrique que tu check ou pas? Ouais, coût d'acquisition, ouais, toujours. Et toi, tu le calcules en intégrant, du coup, cette notion de repeat dedans? Ouais. Ou tu regardes vraiment profit sur le premier achat Bah, globalement, on regarde, on inclut forcément la LTV dedans. Ouais. C'est sur ça qu'on base, donc le repeat, du coup, il va être compris. Et du coup, on arrive à se projeter. Et en fait, on a augmenté. Au début, on se basait vraiment sur le premier achat. Bon, au début, on n'avait pas de vision, le recurring n'était pas encore là. Et petit à petit, on a augmenté notre CAC possible, c'est-à-dire que sans que ça nous impacte le business. Et on est toujours rentable sur notre premier client. Okay. Ce qui est quand même un indicateur de bonne santé, entre guillemets, qui permet scale, en tout cas, où on se dit on a encore de la marge pour scale. Tu penses qu'à un moment, ça plafonne? Tu seras obligé d'être à perte sur le premier ou... Ben, là, pour l'instant, ce qui est assez fou, c'est pour ça qu'on a scale, c'est que tous les voyants sont ouverts. Parce que on a scale et le coût par achat a baissé. En fait, t'as un effet boule de neige vertueux, quoi. C'est ça, ouais. Mais j'avais pas compris comment c'était possible au début. C'est juste qu'avant, on n'avait pas la même stratégie. On n'avait pas, peut-être qu'on va en parler, mais on n'avait pas la même stratégie de funnel qu'on a mis en place. On avait beaucoup de répétitions puisqu'on était que sur du bas de funnel ou milieu de funnel, mais c'était très offre. T'as beaucoup de répétitions. Donc en fait, tu dépenses moins peut-être, mais tu payes plus cher aussi au fil du temps. Donc on a fait tout ce travail, donc ça nous a permis de scale, remonter le funnel. Et de remonter le funnel, et du coup les coûts par achat ont baissé. Et ça, c'est quand même dingue. Tu peux si tout le monde pouvait entendre ce que tu viens de dire. En fait, c'est pas facile à expliquer. C'est exactement, c'est contre-intuitif. Parce que tu te dis, en fait, si je remonte sur des personnes qui sont froides, en fait, je vais payer beaucoup plus cher, mais in fine, c'est en mettant de l'huile dans le moteur que l'équilibre global de ta strat marketing fonctionne, quoi. Parlons-en, justement, ça m'intéresse. C'est quoi votre strat d'acquisition là, si on parle un peu des canaux payants dans les grandes lignes? Sur Meta, comme on l'a dit, travailler le funnel, donc beaucoup de créa haut de funnel avec une stratégie créative qui est un peu spectaculaire. Nous, on essaie de mettre ça aussi en avant, puisqu'on essaie de repousser les limites du menstruel. On va essayer de repousser les limites de la vidéo. Donc on passe par une agence qui s'appelle Banger pour toutes ces vidéos un peu qui sortent un peu du lot, on va dire, c'est des plus gros budgets. On a fait une course poursuite avec des policiers, avec une voiture de police. Je l'ai vu. On a fait pas mal on a fait un format Titanic sur un bateau. On a fait un faux kidnapping où il y a vraiment la personne qui est attachée, avec un petit côté loufoque, humoristique, mais toujours avec un message bien structuré derrière. Que ce soit avec la social proof, que ce soit avec nos avantages comme élu produit de l'année. Ça marche bien, ça. Ouais. En fait, on mixe plusieurs messages, des fois même dans un truc. Des fois, du coup, c'est très dur de les positionner parce qu'il y a un peu de haut de funnel, un peu de milieu, mais ça fonctionne bien. Mais après, on fait aussi de l'UGC plus fil rouge, où on fait du contenu éducatif, beaucoup de promos aussi, forcément, pendant les temps forts, on a beaucoup de créa promo. Donc, ça, c'est la stratégie. Google, après, toujours pareil, en fait, là, on est vraiment dans un truc de, tu vois, on augmente à droite, ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est incrémental? On baisse à gauche, est-ce que le CA descend? Bah non, en fait on continue de descendre. Donc on est vraiment dans ce truc un peu comme un DJ qui va et on voit après sur les résultats, ok, qu'est-ce qui se passe? Et c'est plus rapide des fois que se prendre trop la tête à lire des métriques. Donc on fait beaucoup ça en ce moment. Et après les nouveaux, il y a beaucoup de gens qui disent limite il faut mettre tout sur Meta. Nous, on essaie, comme on a quand même beaucoup de galères avec Meta, on sait jamais. Je trouve que c'est toujours hyper risqué d'être dépendant que d'une plateforme. Donc, on est quand même toujours hyper focus sur Google, SEO et GIO, même maintenant, toutes les nouvelles façons, même TikTok, tu vois, on essaie. Mais c'est pas aussi glorieux, on va dire, que les autres, quoi. Donc, tu es quand même assez diversifié. Les trois, c'est Meta, Google, SEO. Enfin, Meta, Google Ads et SEO. On essaie, s'il y en a un qui dévisse un peu, au moins ça t'évite de... Ouais, c'est ça. Et il y a l'affiliation aussi, on fait beaucoup d'affiliation. Okay. Il y a beaucoup de choses qu'on fait.
Sur Meta, si on creuse un peu, je sais qu'il y a pas mal des auditeurs de ce podcast qui sont très, très Meta-friendly, même si on fait pas que du Meta et que tu fais pas que du Meta. Toujours intéressant de creuser un petit peu. Donc, stratégie actuelle, c'est... donc, j'imagine que vous faites quand même un peu d'offres de bottom funnel, mais c'est plutôt de remonter le funnel avec un gros focus sur la créa. Ça, c'est un peu la direction. Si on parle un peu technique, alors tu me dis à quel niveau on peut aller, mais c'est quoi un peu une structure de compte type est-ce que tu as... Comment vous faites en termes de testing de créa? Qu'est-ce que ça donne à peu près? Ouais, en testing, on a à peu près 20-30% du budget qui est dédié au testing. Okay. Les campagnes de testing, c'est souvent en fait aussi des campagnes de temps fort. Parce que du coup, plutôt que créer une campagne à part, après les switcher, au final, tu dois réactiver une nouvelle créa. Enfin, ça n'a pas trop de sens. Donc en fait, on a une campagne temps fort qui est aussi notre campagne de testing. Okay. Donc on a à peu près 20% du budget. Après, on fait du ciblage et on fait du broad. On fait beaucoup de broad du coup. Ouais, beaucoup de broad, mais aussi un peu de ciblage. Et après, on fait du retargeting. Et gros poids du budget sur l'acquisition. Ouais, gros poids du cube, ouais. Okay. Vraiment assez central, ouais. Genre, retargeting, c'est combien après de pourcentage? Ouais, en vrai, comme je pilote plus le compte là. c'est bon signe, mais. Ouais, je sais plus, mais okay. c'est pas énorme. Hein. Puis de toute façon, il y a aussi du retargeting assez naturel sur Meta, sur les trucs déjà. Donc ça doit être même pas, peut-être je dirais 5-10%. Quoi. Ok, donc gros focus sur l'acquisition. Grand max. Tu parlais du coup des créas, c'était à peu près à quoi en volume de créa donc tu disais entre 100 et 300 000 par mois au global, pas tout sur Meta, mais disons peut-être 50-50 Meta Google. Enfin je dis ça, c'est peut-être pas exactement ça, mais... sur les créas, tu dis? Non, en dépenses. Ah, en dépenses. Dépenses, on est assez... je vais pas donner exact le truc, mais c'est assez équilibré, on va dire. Okay. Mais il y a des dominances qui se créent en fonction des périodes et les curseurs, on teste encore. Et du coup, sur ce volume-là, ça donne quoi après, à peu près en volume de créa? On est à peu près à 200 créas par mois. Entre 150 et 200 créas par mois. Et dans ces créas testés, tu inclus statique, vidéo, UGC Ouais, on n'est pas dans des trucs de volume stratosphérique. Je vois des marques... C'est quand même déjà soutenu. Hein. Ouais, mais je vois des marques qui en font 1000... je sais pas comment ils font. C'est industriel. Ouais, c'est industriel. Après, est-ce que ça a du sens? Je sais pas, parce que c'est vrai qu'on a un peu le truc de la quantité, tu perds toujours un peu en qualité. Des fois, tu as un format, on a des formats qui ont explosé, qui battent n'importe quelle vidéo que tu pourras faire en quantité. Tu vois, sur un format banger, par exemple, tu peux faire des gros formats comme ça et ça bat toutes les autres. Et justement, l'agence, du coup, je peux en parler parce qu'on a un contrat d'exclusivité avec eux. On essaye de repousser, de faire en sorte que les créas puissent aussi... parce qu'après, il y a la statique, c'est un autre sujet, c'est aussi important. Mais c'est vrai nous, on était très bons en statique, un peu moins en vidéo, à l'époque. Donc on a décidé de dire, ok, là, il faut qu'on change. Donc on va essayer de pousser le truc, pas juste faire des bons contenus, que tout le monde fait. On va essayer de repousser pour être plus identifiable dans le marché. Tu dis donc 200 créas par mois. Ça fait quoi? Ça fait... Dans ça, tu as une grosse part de variante, j'imagine. T'as quoi? T'as peut-être un tiers de concept? Ouais, je pense que c'est dans ces eaux-là. Après, nous, on est très concept, donc on essaie de faire quand même pas mal de concepts. Beaucoup de nouvelles idées. Ouais, beaucoup de nouvelles idées. D'ailleurs, c'est un point en ce moment qu'on essaie avec Clémence, qu'on essaie de retravailler sur le côté, travailler plus sur l'itération, vu qu'on a fait beaucoup de concepts. Faudrait qu'on soit un peu plus agressif maintenant sur l'itération. Quoi. Surtout s'il y en a qui fonctionnent. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est quoi? Ça m'intéresse que c'est quand même, si tu prends un tiers, ça te fait quand même bien 60-70 nouveaux concepts par mois. Ce qui est quand même assez soutenu. C'est quoi le process de réflexion? C'est comment vous structurez avec ton agence créa ou en interne, tu vois, de l'idéation jusqu'à la production? C'est quoi un peu le process? En fait, on a une personne en interne qui gère ça, donc qui crée. Et en fait, pour soutenir ça, on a pris une personne en plus, mais qui est externalisée du coup. Et du coup, elle est là pour l'aider. Et en fait, Clémence, du coup, Clémence de chez nous, parce qu'il y a Clémence de chez Rhodes et Clémence de Mademoiselle Culotte. Et du coup, elle gère la partie statique, mais aussi la partie de plus en plus créative stratégiste. D'accord.
Donc elle est là pour essayer de pousser la stratégie au max. Mais comme elle est sur d'autres sujets, là on se pose la question justement en ce moment. Je sais que tout le monde en parle et je le dis objectivement et j'aime trop avoir tort. je trouvais que Creative Strategy c'était bullshit job. Je commence à repenser le truc. Tu vois, je commence à me dire en fait peut-être que comme j'avais eu avec Meta, et en fait l'idéal c'est de se dire ok j'ai ça a priori, est-ce que je vais le challenger, avoir une personne dédiée, est-ce que ça n'aurait pas énormément de valeur pour nous, ou alors une personne externalisée, tu vois, mais qui soit dédiée qu'à cette tâche. Du coup que ce soit avec Rod ou qu'avec peu importe une autre agence, quoi. Je pense que ça a du sens quand tu commences sur des gros volumes, parce que en effet après c'est tellement ça devient un peu un puzzle. Puis c'est une prise de tête constante. Après moi j'aime bien participer à ça aussi, donc on donne tous des idées. Vous avez des calls de brainstorm en interne comme on est dans la même pièce, ça fuse, c'est désorganisé, mais des fois il y a des beaux trucs qui se créent, quoi. Ok. Et du coup en termes de ce qui m'intéresse, c'est que ce que vous avez fait quand même, tu disais 1 million en janvier. Ouais, 1 million 100 000, ouais. Donc vous avez dû quand même pousser en termes de ads, en termes de budget. À quel moment c'est quoi toi ta logique par rapport à ça? Est-ce que t'es vraiment tu te dis c'est déplafonné, tant que les perfs sont là j'y vais, est-ce que avec Clémence du coup vous travaillez sur un scale un peu progressif, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Ouais, en fait on est dans la vie, enfin tant que ça met pas en danger la marque entre guillemets, tant qu'il y a du volume à aller chercher et qu'on est rentable et que la rentabilité augmente, en fait on appuie sur le bouton et let's go, quoi. Et après derrière on a des apprentissages, on se dit ok qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, mais globalement on a bien poussé sur l'accélérateur et il n'y a pas eu de stress, puis les indicateurs suivent, le stock on arrive à suivre, en fait on est mature, mine de rien. On parle beaucoup de scale, mais on parle moins de ce qu'il y a derrière pour pouvoir scale. C'est-à-dire qu'on peut avoir la meilleure stratégie du monde. S'il n'y a pas le stock qui suit, s'il n'y a pas la trésor qui suit, si on ne maîtrise pas ces marges, on peut parler du MER. Si les marges elles sont à peu près, où tu te dis ah mais la logistique, vite fait, vas-y, je vous calcule de tête. C'est une plaie ouverte. Et le MER, c'est le pire indicateur. Ça devient ton meilleur ami, ça devient ton pire ennemi. Et du coup, je pense que ça c'est hyper important et j'ai fait cette erreur, donc je sais de quoi je parle, de vraiment sous-estimer l'ensemble des coûts, mais même des micro-coûts, de la fluctuation. Par exemple même les fournitures, si tu les achètes en dollars, il y a un cours, il y a des marchés, donc l'euro-dollar il bouge. L'année dernière, ou je sais plus, il y a 2 ans, il était à la parité avec l'euro, donc mine de rien tu payes plus cher sans t'en rendre compte, il faut l'inclure. Donc il y a toute une notion de gestion qui permettent de scale, où c'est la fondation. S'il n'y a pas la fondation, tu peux tirer vers l'eau, au bout d'un moment le château il s'écroule, quoi. Tu pilotes ça comment, toi? Tu as des outils, t'as un doc Excel que tu suis, on a mis en place un doc spécifique là pour Meta spécifiquement, mais c'est ce qui se base sur toutes les données du business qu'on a mis en place du coup avec Clémence, et après nous moi je gérais sur Finthesis, donc c'est un outil comptable un peu, et du coup ça nous permet d'avoir là c'est des données plus comptables, donc elles sont pas immédiates, donc ça se permet pas de gérer son business au jour le jour, day par day. Donc c'est de l'Excel, et après on utilisait Polar Analytics, on l'utilise toujours d'ailleurs. Ok, très bien comme outil. Qui est comme un peu TripleWell, c'est les 2 gros concurrents. Moi je préférais Polar. Et là ce qui est bien c'est que Polar, tu as beaucoup de métriques personnalisées. Et du coup tu peux faire des trucs qui sont vraiment sur mesure. Par exemple nous on a beaucoup de packs, donc il y a des coûts logistiques qui sont un peu variables des fois en fonction des packs, donc ça il faut pouvoir le retravailler, etc. Pareil pour les coûts de livraison, faut que tout soit traqué au centime près, c'est-à-dire qu'à la fin tu as ta facture de stock, de logistique, faut que ce soit la même que tu as sur Polar, et si c'est pas le cas, en fait toute la lecture du business, même le MER il est tronqué en fait. Et ça peut couler des boîtes. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui coulent à cause de ça. Et parce que si tu te plantes de 10%, t'as quand même. Ça change. C'est très très violent. Surtout quand tu scales. Ok, intéressant. Si Polar passe par là, ici, il va sponsoriser l'épisode, le podcast avec plaisir. Je leur enverrai le lien. Non, on utilise, on a des clients sur TripleWild et d'autres sur Polar, et c'est vraiment pas mal comme outil. C'est précis. Lifetime qui est pas mal aussi. Sur la créa, un petit mot. Est-ce que si tu peux nous donner, sans trahir de secret pour des potentiels concurrents qui nous écoutent, mais des angles qui fonctionnent, des types de créa, tu disais faire des choses un peu loufoques, etc. Visiblement ça marche bien, mais est-ce que tu as identifié qu'il y a des choses qui marchent plus que d'autres
Sur Meta, actuellement, sur ton marché, Sur Meta, ouais, voilà, tous les concepts un peu qui sortent de l'ordinaire. Il y a d'autres marques qui les ont poussés, qu'on en fait d'ailleurs, tu les as reçus, je crois, les fondateurs de Lilyskin, qui jouaient beaucoup sur ce côté, tu vois, les hooks qui sont vraiment un peu, qui sortent de l'ordinaire, où t'es vraiment, ton attention est attirée directement. Ça peut être se vider un seau sur la tête, dos, ça peut être tout un tas de hooks où il faut beaucoup de créativité, beaucoup d'originalité, etc. Donc je pense que ça marche toujours. Mais de plus en plus de gens le font aussi, parce que maintenant, les gens ont compris un peu la mécanique. Donc, vraiment du spectaculaire, nous, ça marche bien. Et sinon, du contenu un peu qui a l'air organique. Tu vois, genre, on a fait une vidéo dans le métro, une vraie vidéo dans le métro avec aucun acteur, quasiment, un seul. Et là, tu choques les gens, et ces formats-là marchent très bien. C'est vraiment, quand je dis ça marche, parce que ça n'a pas l'air d'une pub, et c'est vraiment une action, en fait, sur la vidéo, en tout cas, qui est audacieuse. Donc faire une action audacieuse qui est organique ou qui a l'air organique en tout cas, ça fonctionne beaucoup sur Meta. Ça sur la partie vidéo. Il y a plein d'autres choses, hein, mais j'essaie de donner des exemples. Et la créa, ça va être beaucoup les créas d'offres. Nous les bundles forcément, vu que c'est le cœur de notre offre. Beaucoup de créa pack, statique, promo avec du FOMO, out of stock, etc. Ultra intéressant. Et aujourd'hui, du coup, là, vous faites donc plus. C'est intéressant parce que vous faites de l'offre, des arguments un peu bottom funnel, du top funnel. Vous faites plus trop tout ce qui est éducation et tout ça. Ça, c'est plus du tout un angle qui se fait sur le marché. On le fait beaucoup en SEO. Donc déjà, on fait ce gros travail en SEO sur le site, sur les emails. On le fait beaucoup sur tout ce qui est du coup bas de funnel ou fidélisation client. Ouais, c'est vrai qu'on fait de moins en moins de vidéos éducatives ou alors c'est vraiment du fil rouge, quoi. Et vous travaillez vos landing pages aussi? On est en train on a une landing page spécifique pour les périodes de promo avec des packs qui fonctionnent bien. Et après là on refait on est vraiment en train de mettre ça en place. Pour challenger l'existence, notamment vu qu'on a des produits vraiment spécifiques, différenciants. Parce qu'aujourd'hui ça diffuse principalement sur les pages produits. Ouais, collection produits. Mais du coup, là, l'idée, c'est de faire des vrais landing pages avec pousser encore plus avec ce qu'on a vu. On a aussi augmenté notre questionnaire post-achat pour voir en fait qu'est-ce qui fait acheter les gens, pas juste où vous nous avez connus, mais aussi qu'est-ce qui vous a fait acheter, quels sont les éléments qui vous ont rassuré, etc. Et on va essayer de faire des landing pages vraiment à partir de ça. Pour les temps forts, vous faites quoi particulièrement? En termes de mécanique d'acquisition, de créa, d'offres, tu vois, c'est quoi un peu... Qu'est-ce qui te permet de faire un pic à 1 million à Black Friday, par exemple? C'est vraiment beaucoup d'offres, déjà. Beaucoup de packs. Nous, on fait beaucoup de custom packs qui sont spécifiques que pour les temps forts, avec des codes promo, de l'urgence, et on bombarde beaucoup en budget, mais aussi en quantité de créa, du coup, ça augmente. Et ça va être, du coup, beaucoup de créa, de packs, d'offres, d'urgence... des trucs même des fois un peu agressifs. Tu fais pas de VIP list, d'inscription? On en a fait avant. On a arrêté de le faire. Pourquoi? Parce qu'on voyait pas la différence entre les résultats. Et que je trouvais que c'était plus confortable de se dire on bourrine sur un mois, parce que maintenant les Black Friday, les gens c'est sur un mois. Donc quasiment, donc on bourrine sur un mois et on essaie de battre le record. C'est quoi, c'est la stratégie de cette année. Je dis pas que j'en ferai plus. Je dis juste qu'on avait fait des tests et que les années d'avant, on avait eu les mêmes résultats ou même on avait dépensé plus pour en fait acquérir du prospect en listing que en fait faire de l'acquisition directe. Donc je me suis dit en fait ça sert à rien, on perd du temps. Peut-être qu'on n'a pas la bonne mécanique, encore une fois, peut-être que ça peut se challenger, ça se challenge toujours et on va peut-être le retenter, mais ça marche sans, quoi. Ça marche sans, ouais. Parfois faut pas trop se prendre la tête. Ouais, c'est ça. Il y a un point qu'on n'a pas abordé mais que je trouve intéressant aussi, c'est la e-réputation qui est extrêmement importante pour toutes les marques, mais particulièrement sur votre secteur d'activité, parce que pour avoir analysé quelques marques qui sont sur votre secteur, c'est quand même souvent ce qui fait défaut. Quand tu vas regarder un peu les avis Trustpilot ou autres, tu vois déjà que c'est quand même, on parle de produits qui sont assez intimes, où tu touches à des problématiques, etc. Si tu as quelques commentaires qui sont qui dézinguent un peu le produit, je pense que c'est dur et ça, c'est une grosse barrière à la conversion.
Vous avez une note qui est assez exceptionnelle, vous êtes à 4,7 sur 5 avec beaucoup d'avis. C'est quoi votre strat sur ça? Comment vous faites? En fait, déjà, je pense que c'est les produits de base qui sont bien, sans nous jeter des fleurs particulièrement, mais on a amélioré les produits constamment. Donc on l'a fait sur l'usage, mais on l'a fait aussi sur l'existant. On resize les produits s'il faut resizer les produits. On module en fait. Donc ça permet d'avoir et on communique dessus. En fait, dans la tête des clients, on est quand même sur un truc de... On essaye de faire les choses bien. Ça, mine de rien, ça compte. On ne s'arrête pas là. On a vraiment un service client. Moi, j'étais sur Amazon. Amazon, c'est le client est roi. Et c'est pas juste il est roi, c'est le dieu du monde. Et du coup, c'est aussi notre politique. Donc, on va pas, nous, avoir des pages Facebook où tu as 1000 personnes qui vont te créer un truc pour dire « Ah, j'ai pas reçu mon colis ». J'ai vu ça sur des concurrents. Et après, ils passent dans des médias. Et tout. Donc, nous, on essaie vraiment de dire le client, s'il est pas content, on le rembourse. Point. C'est satisfait ou remboursé. Donc, vous avez beaucoup de retours? Le retour, on est à 4%, c'est très faible. Okay. Parce qu'en fait, on essaie d'adapter les guides détails en fonction. On a des outils qui nous permettent de ça. Donc, on est vraiment dans de l'analyse aussi sur ça. Et on a viré aussi des produits où on avait trop de retours, carrément. Pour pas... Des fois, c'était... ou alors l'élastique, il est trop rêche. Ou donc, du coup, on dit des fois, c'est bien de challenger l'existant, mais des fois, il faut juste l'enlever. Donc, c'est vraiment cette politique qu'on a. Donc, votre cap, c'est satisfaction client, quoi. Ouais, c'est le plus important. De toute façon, ça, le SAV qui soit extrêmement rapide, c'est-à-dire que si tu veux faire un échange, à partir du moment où tu envoies le colis, quand nous on le reçoit, il faut que le lendemain, maximum, il soit expédié pour que tu reçoives ton colis d'échange, la taille ou un autre modèle même. On fait les échanges gratuits du coup, aussi ça joue. On essaie d'être tout le temps réactif sur le service client, on a internalisé, donc cette partie elle est interne. Je trouve que c'est le nerf de la guerre, le service client, donc il faut vraiment que ce soit internalisé. Et on essaie d'être toujours, même si la personne elle veut garder son produit, elle a un petit truc qui la chiffonne, on va faire un GESCO, tant pis. Je préfère perdre de l'argent sur quelques produits où même des fois il y en a qui abusent que avoir trop de mauvaise réputation derrière, quoi. Il y a pas de hack en fait, tant mieux, hein, mais du coup c'est juste du travail de longue haleine en ayant en tête en mettant le client au cœur, quoi. Ouais, parce que même sur le site, on a 20 000 avis sur le site. Ouais. Et la note, moyenne, elle est de 4,7, quoi. Rapidement sur le CRM, on n'en a pas trop parlé. Donc tu disais que ça vous le gérez en interne aujourd'hui. En 2 mots, c'est quoi la strat? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez, j'imagine, des automatisations, des flows. Est-ce que vous envoyez des newsletters? C'est quoi un peu le... Ouais. Du coup, c'est une personne de mon équipe qui gère toute cette partie-là, les flows. Marie, du coup, qui gère tous les flows. Alors après, en essentiel, pour faire grosso modo, parce qu'on en a de plus en plus, on en a beaucoup, même des fois on fait un peu de tri dessus. On a les classiques, panier abandonné, flow post-achat, qu'est-ce qu'on a encore? On a des flows pour l'application, on a des flows pour les churners. Ouais, ça, je pense que c'est les essentiels à avoir. C'est le minimum syndical. On les A/B test. On a des flows aussi spécifiques pour les OP. Okay. Donc on fait des flows sur mesure pour les OP. Où on met en pause les flows, on va dire evergreen, et on met des flows spécifiques pour les OP. Ça marche très bien. Et voilà, après beaucoup de newsletters, beaucoup d'OP, beaucoup de segmentation. Newsletters, vous en faites combien par semaine? On a 4-5 par semaine en ce moment. Ah oui. Okay. Ouais. Toute la base ou... Non, pas toute la base. Des fois, c'est juste un segment. Des fois, c'est juste actif 90 jours, 60 jours. Gérer en interne, ça aussi? Ouais. Ok. Et c'est qui, du coup, qui gère en interne? C'est une personne, Marie, qui gère ça. En fait, elle est graphiste et elle gère la partie mail aussi. Ok. Et elle fait le copywriting, l'écriture des... Ok. Ouais. On n'en a pas parlé, mais vous utilisez l'IA ou pas? Ouais. Là, on a pour le contenu. Contenu. On est resté sur le SEO à la mano. Enfin, c'était vraiment un truc qu'on a voulu garder à la base. Mais il y a des agences. En vrai, maintenant, on a des agences avec qui on bosse sur la partie GEO où on fait des articles. Là, c'est du Claude, je le vois. Enfin, c'est bon. Mais c'est le jeu aussi, s'il faut s'adapter. Après, sur la partie contenu plus SEO, l'IA, on utilise beaucoup pour la partie aussi gestion, donc le stock.
Okay. Ça, là, c'était game changer. Camille a passé 1 jour et demi, 2 jours par semaine pour gérer son stock. Parce que nous, on veut vraiment être chirurgical, on veut vraiment qu'il y ait le moins de ruptures possible. Alors je sais que la rupture, ça peut faire... en général, ça frustre quand même plus les clients. Donc après, l'urgence, ça peut se faire autrement qu'en étant en rupture. Hein. Mais moi, je veux vraiment qu'il y ait 0 rupture sur le site. Donc on met des systèmes de préco, on essaie d'être chirurgical, on immobilise un peu plus qu'il faut, même s'il faut, on a de la trésor, on a des financiers qui nous donnent de l'argent pour justement financer ce stock-là sur le moyen terme. Et en fait, ça nous a fait gagner un temps parce que maintenant, c'est totalement automatisé. Genre c'est Claude Code qui fait toute ta gestion de stock et ça te permet de... Enfin, Camille, elle fait en 10 minutes alors qu'elle faisait en 2 jours, quoi. C'est précis. Ouais, c'est fou. C'est hyper précis. Ouais. Claude, moi je suis impressionné. On l'utilise de plus en plus dans pas mal de fonctions de la boîte. C'est insane. Et on en est qu'au début, donc ça veut dire que... WhatsApp, tu disais en début d'échange que vous en faites aussi. C'est quoi un peu la strat que vous avez là-dessus? WhatsApp, c'est beaucoup de retargeting pour l'instant. On a aussi beaucoup de flow, post-achat ou livraison, suivi de livraison, pour essayer d'aller avoir de l'opt-in aussi derrière, pour grossir la base. Et après, on fait des newsletters, mais plus sur les temps forts, parce que sinon, ça fait beaucoup parce qu'on fait du SMS aussi. On fait tout en fait, et là on est en train de petit à petit tout mettre sur Klaviyo, parce que c'est vrai que pareil, c'est toujours le même problème. Vous étiez sur quoi là? On avait Yoptpo, du coup on est passé sur Klaviyo pour les SMS. Ouais. Après on avait on est avec Wax. Et en fait là on va changer. Je suis en train de l'étudier parce que du coup il faut qu'on ait tout sur la même plateforme. Ça permet aussi d'optimiser. On parlait du fameux biais d'attribution des plateformes. Là, tu as tout au même endroit. Donc, tu peux optimiser un peu, éviter de dépenser pour parler au client et lui donner son meilleur, ce qu'il veut le plus, en fait, ce à quoi il est le plus réactif. Plutôt que lui envoyer un WhatsApp, un SMS, un machin. Tu peux le faire par de la segmentation, mais c'est quand même plus facile quand tu as tout au même endroit et que c'est centralisé, quoi. Et tu disais tout à l'heure que vous aviez testé des programmes de fidélité et que vous en êtes un peu revenu parce que l'app, du coup... a pris un peu le relais. C'est quoi comment vous faites pour justement fidéliser vos clients au-delà du CRM et du WhatsApp? L'app a pris un peu le relais. Du coup, on a à peu près... après, c'est pas énorme, mais tu vois, on a 20 000 par mois. Ça a augmenté, je crois même, on doit être à 30K là, de CA, de repeat. Qui vient de l'app. Repeat et acquisition croisée. Okay. Parce qu'en fait, on fait de l'acquisition aussi avec l'app. Alors c'est des petits budgets, parce que on est toujours flagué par contre sur l'app, ça je l'ai pas précisé, mais comme c'est de la santé, tu peux pas faire de pub comme avant. Ça nous est tombé dessus pile au moment où l'app sortait. Mauvais timing. Donc elle sort et on apprend que Meta change son truc. Mais ça, tu vois, tu peux pas vraiment prévoir. Ça fait partie du jeu. Et en fait, après, du coup, on a une stratégie, on a déjà d'emailing sur la base spécifique de ceux qui sont sur l'app. Et après, il y a un retargeting naturel qui se fait parce qu'on a nos produits aussi sur l'app que tu peux voir quand tu utilises par exemple l'app pour la partie suivi du temps de port. Tu vois aussi notre catalogue, tu peux cliquer. Il y a des promos. Et là, on va pousser encore plus ça. On est en train de travailler justement sur un système de vraiment comme un programme de défi intégré. Donc ça, c'est des devs qui prennent un peu plus de temps pour en fait créer un truc vraiment sur mesure. Mais on veut quand même pas ternir le côté expérience, tu vois, ça reste une app de tracking. Les apps du marché mettent beaucoup de pubs parce que c'est leur modèle. Donc le but, c'est pas de faire un truc où ça pop-up de partout et tu vois, un truc qui soit quand même... en fait, le but, c'est de faciliter la vie et de pas embêter aussi les clients pendant l'arrêt, quoi. Parce que c'est un peu embêtant de recevoir des pop-up quand t'es dans cette période et que tu veux juste suivre tranquille ton cycle. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une marque qui se lance aujourd'hui, alors pas forcément sur ton marché, mais sur un marché qui est saturé, ou sur un marché de bien-être, santé, fashion ou autre, ou une erreur que tu vois à part produire ou quelque chose qui te vient en tête? Ouais, après, les 4 piliers que j'ai évoqués tout à l'heure, je pense que c'est la base pour lancer ou faire croître un business sur la partie, je pense, vraiment produit ou positionnement, de manière plus générale. Donc penser en termes de positionnement, pas en termes de produit winner, et sortir un peu de tout ce bullshit un peu qu'on voit sur les réseaux. Penser en termes de marché, analyser le marché, analyser les trends.
On a utilisé Google Trends mais maintenant il y a TrendTrack, il y a plein d'outils qui sont pas mal, qui permettent d'avoir en fait une vision sur le monde entier en fait de ce qui se passe, en tout cas sur le e-com, et de foncer et de moins se poser de questions, je dirais, parce que on se pose toujours trop de questions, et surtout de pas se raconter d'histoire, parce que en fait, même avec l'expérience, parce que là tu vois, je peux dire oui, au début j'ai dit j'ai 10 ans d'expérience, mais en fait c'est pas un avantage, c'est un défaut à l'heure actuelle. Parce que t'as trop de fondamentaux, t'as trop de trucs qui sont des croyances, et tu vois toutes les nouvelles marques en fait elles font des trucs des fois, si tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fait, en fait ça marche. Du coup, comme tu disais tout à l'heure, la stratégie de funnel, pourquoi ton coût par acquisition il baisse alors que tu scales, c'est illogique en vrai, c'est totalement contre-intuitif. C'est pour ça que plus on avance, plus le conseil que j'ai donné c'est il faut être flexible et pas trop se raconter d'histoire. Pas avoir trop de certitude. Ouais, c'est ça. Où est-ce que tu veux emmener Mademoiselle Culotte vous voulez emmener avec ta cofondatrice dans 5 ans, 10 ans? Avec Camille, on est assez alignés. On veut pousser encore, on veut être les leaders. Je pense qu'on n'est pas loin. En tout cas, sur la partie d'NVB, je parle pas des grands groupes. On va continuer de pousser. On a énormément de trucs qui arrivent. Donc, pour les 5 prochaines années, on veut vraiment la pousser. Là, on va atteindre les 10 millions. C'est prétentieux de dire ça à l'avance, mais il faut quand même être un minimum sûr de soi, et on va tout droit dessus. Donc il n'y a pas de warning, en tout cas à l'heure actuelle. Et derrière, on vise à faire 50 millions dans les 5 prochaines années, parce que on ouvre, là on est en train d'ouvrir aux USA. J'allais dire justement d'autres marchés qui... Ouais. On ouvre aux USA, on est déjà bien sur tout le marché francophone, on se développe bien. On ouvre aux USA. Pourquoi les USA? Parce qu'on arrive avec une vraie différenciation. On a en fait on a des produits et en fait un système avec l'app qui est American friendly, on va dire. Tu vois, enfin, on a vu ça, on s'est dit mais c'est vrai que c'est quand même une marque qui plairait beaucoup là-bas. Mais il faut l'amener différemment, parce que déjà on peut pas s'appeler Mademoiselle Culotte. Et on s'est dit on va du coup recréer, on va faire un rebranding, un nouveau positionnement, que ce soit sur le prix, que ce soit sur les offres. Et on arrive avec une vraie haute stratégie, un autre site, du coup ça sera horpair.co. Et donc la marque est déposée, on est en train de là c'est en prod parce qu'on fait un stock spécifique, parce que forcément il y a le logo, etc. Et derrière, pourquoi les US? Parce que c'est le plus gros marché du monde, parce qu'on a un positionnement, je pense, qui est tenable là-bas, parce qu'il n'y a pas ce qu'on fait là-bas. C'est du basique, on sait que les CPA vont être beaucoup plus chers, que les impressions vont être beaucoup plus chères, etc. Mais on est armé pour le faire, je pense, à l'heure actuelle. Donc l'idée, c'est d'aller encore plus loin, de s'étendre et de continuer d'augmenter sur le marché français, qui est quand même notre marché de base et de cœur aussi, quoi. Ok, trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Thomas, si on veut te contacter? Sur LinkedIn, du coup, Thomas Docabo. Sur le site, donc mademoiselleculotte.com. Et après, sur Insta, c'est Thomas Ado. Je commence à publier quelques trucs, j'ai pas encore... c'est le début. Et après, pour les nouveautés liées à la marque en elle-même, les produits, toutes les nouveautés que j'ai teasées un peu tout à l'heure, pour être au courant en premier, ça va être... ou en première, ça va être sur la newsletter du site Mademoiselle Culotte. Trop bien. Et écoute, merci beaucoup Thomas pour cet échange. Merci à toi, c'était top. C'était ultra intéressant, j'ai appris plein de trucs et on a couvert pas mal de choses. Ouais. Genre, ça aurait pu durer 2 fois plus de temps parce qu'il y a plein de sujets. D'idées, mais bon, pour une prochaine. Ouais, on fera un épisode quand vous aurez passé les 10 millions ou les 50. Avec plaisir, avec grand plaisir. En tout cas, bravo pour ce que vous avez construit. On te souhaite plein de réussite là, pour cette année qui est déjà bien embarquée. Et pour tous les projets qui sont en cours, on a hâte de voir les nouveautés que tu nous as tissées. Donc, trop cool. Merci Thomas. À toi. Bonne journée, à très vite, salut. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.